Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Quartier d'affaires et du Forum économique des banlieues. Beaucoup d'actualités, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Made in banlieue. Vous venez de lancer aussi un label Made in banlieue avec AFNOR certification. On va parler de tout ça. Mais d'abord, je voudrais revenir à l'origine. Ça fait combien de temps que vous vous battez finalement pour changer notre regard, votre regard, à vous téléspectateurs, téléspectatrices, sur les banlieues, les cités, ceux qui y travaillent, qui y créent des entreprises? Ces dernières années, on a beaucoup regardé ces banlieues à travers le prisme de la sécurité, de l'action sociale, Oui. de l'urbanisme, jamais à travers sa potentialité économique. Et il y a un vrai potentiel, on pourra en reparler. Oui. Moi, je suis originaire de ces quartiers. J'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. C'est pas un petit quartier lorsqu'on regarde un petit peu la taille des quartiers en France. J'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai investi. Mon ascenseur social à moi, ça a été la création d'entreprise. J'ai très tôt créé ma première entreprise. Et ce parcours-là m'a donné envie de partager le parcours, de partager l'envie, et puis d'agir pour mon territoire. Beaucoup, la banlieue aujourd'hui, peut-être un petit peu, c'est un mot encore un petit peu péjoratif, mais moi, de cette faiblesse, j'en ai fait une force, et j'essaie de partager ce que j'ai appris sur le levier économique, sur l'entrepreneuriat, sur la création de richesse. Et donc, Quartier d'affaires, c'est quoi? Quartier d'affaires est une association, est un réseau qui œuvre à la croissance des TPE, PME installés dans les 1609 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y a 1362 quartiers en France et le reste dans les dom-toms qu'on oublie souvent. Donc notre sujet à nous, c'est comment ces entreprises qui font plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont plus de 1 salarié, comment on les aide à grandir. Et nous avons donc une caisse à outils qui travaille sur le chiffre d'affaires, sur la réduction des coûts d'achat et sur la formation du dirigeant. Quartier d'affaires est présent en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, avec une volonté de se développer. Ça fait 3 ans et on a de belles ambitions devant nous. Vous avez été, en préparant l'interview, confronté, j'ai vu ça, au scepticisme, avec une professeure qui vous disait « Aziz n'est pas fait pour l'économie ». Ça ne marchera jamais. Il y a plein de gens qui l'ont rencontré un jour dans leur carrière, des sportifs à qui on a dit « t'es beaucoup trop petit pour jouer au foot et regarde comment t'es taillé, ça ne marchera jamais ». Des immenses chanteurs ou comédiens à qui on a dit lors d'un casting « voilà, t'as une vilaine peau, vraiment tu ne seras jamais comédien ». Enfin, je pourrais citer 40 ou 50 ou une centaine d'exemples. Ça vous a freiné ou au contraire, ça vous a boosté en disant mais qui peut me dire ça quoi? Je vais tailler ma route quoi. Ça booste d'abord deuxièmement les certitudes. Vous savez, l'histoire de l'humanité est pleine de certitudes qui ont été totalement mises par terre. Oui. Donc cette dame qui avait une certitude, pour une professeure qui m'a dit tu n'y arriveras pas, j'ai aussi 50 noms à vous donner d'autres professeurs qui ont été là, qui ont poussé, etc. etc. Je le mets souvent en avant parce que c'est juste aux professeurs sur cette période où on est au collège et au lycée, où on se structure, on essaie de se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas évident, de dire que la vérité d'un moment n'est pas celui d'un autre. Xavier Niel, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, lui qui était au fond de la classe et qui n'était pas un très bon élève. Donc des professeurs qui ont dû lui dire « tu n'y arriveras pas », il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Et alors la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier. La banlieue d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus dure que celle d'il y a 25 ans? Moi, la banlieue d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est surtout 150 milliards de potentiel de développement. À ceux qui nous disent régulièrement que la banlieue coûte, sans jamais nous dire combien elle rapporte. On est sur une chaîne économique, j'ai un plan, j'ai ma colonne dépenses, certes, on investit, mais on ne nous dit jamais combien elle rapporte. On ne nous dit jamais que les 250 000 entreprises implantées dans ces territoires, c'est 75 milliards d'euros annuels. On ne nous dit jamais que c'est 42 milliards de consommation annuelle. On ne nous dit jamais que dans un pays qui vieillit aujourd'hui, le moteur démographique, il est dans ces territoires avec 23% des bébés qui naissent aujourd'hui dans ces territoires. Donc la force de la banlieue, c'est qu'elle est très rentable. Elle est rentable démographiquement, et elle est rentable d'un point de vue économique. Et c'est surtout ça mon combat et mon sujet. Oui, effectivement. Alors, il y a eu plein d'expériences, entrepreneurs, investisseurs, l'associatif. Est-ce qu'il y a un levier plus efficace que d'autres? Ou est-ce qu'il faut comme dans un mécano, un peu tout utiliser? Ce que je peux vous dire de manière factuelle, c'est que sur les chiffres, on ne mettra pas un CRS derrière chaque habitant dans ces territoires. On ne mettra pas une assistante sociale derrière chaque habitant dans ces territoires. Casser des tours, mettre des coups de peinture, c'est pas ce qui remplit le frigo et paye le loyer à la fin du mois. Le levier économique n'a jamais été ou très peu utilisé. La vision, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans d'un point de vue économique? Jamais.
Et il y a peut-être, évidemment, sur le long terme, le levier de l'éducation. Moi, je crois beaucoup à ces deux leviers. Très court terme, moyen terme, l'économie, et à long terme, bien sûr, l'éducation. Alors, vous avez écrit plusieurs livres. D'ailleurs, le premier, je ne me souviens plus du titre, mais l'ascenseur social était dans le titre, c'est ça? L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier en 2005. Ça c'était le premier. Et donc celui-là, Made in banlieue, coécrit avec Jean-Marc Pitt. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Justement des expériences, des bonnes pratiques, des expériences inspirantes? On y trouve déjà quelque chose qu'on n'a pas proposé sur ces 40 dernières années, une vision. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un plan. J'ai 12 piliers pour le développement économique de ces territoires. C'est un livre très axé économique, croissance économique. Ouais. Et une méthode, comment on fait. Bref, une méthode de chef d'entreprise, où est-ce qu'on va, comment on le fait et pour combien. C'est un plan que je propose qui est financé à peu près à 70% par l'investissement privé, 30% par l'investissement public. Dans un contexte où il n'y a plus beaucoup d'argent, il faut être très créatif pour intéresser d'autres parties prenantes à venir dans ces territoires. Je voudrais juste vous dire qu'il y a des comparaisons avec l'international. Oui. Aux États-Unis, un dispositif qui s'appelle les Opportunity Zones, qui a été créé par Obama, reconduit et renforcé par Donald Trump. C'est vous dire combien ça rapporte, parce que ce n'est pas le premier soutien de ce type d'initiative. Oui. Ont permis de transformer des quartiers comme le Bronx, comme Harlem, comme Compton, des coupes-gorges qui feraient passer les quartiers nord de Marseille pour le pays des bisounours de Détroit, en hub économique. Donc, d'autres ont montré qu'en investissant dans ces territoires et en exploitant le potentiel, c'était possible. C'est intéressant parce que là, on est en période électorale, notamment avec les municipales dans 3 mois. Est-ce que c'est le maire qui a le pouvoir d'impulser ça, ou est-ce qu'il faut forcément le levier de l'État, d'après vous? Il faut les deux. Il faut les deux. Les maires, l'association Villes et banlieues, qui rassemble les 859, évidemment, sont super partants. Ils veulent voir de l'investissement arriver sur leur territoire. Là où ça bloque un petit peu, c'est les directions du développement économique au niveau régional et puis aussi au niveau français. Encore un chiffre, moins de 2% des investissements français vont dans ces territoires. Vous savez que l'investissement, c'est la croissance c'est l'emploi. Avec moins de 2%, il ne faut pas s'étonner d'avoir un chômage en moyenne à 18% dans ces quartiers. On manque d'investissement privé. Et j'anticipe la question. On me dit souvent, mais Monsieur Séni, vous savez, il y a l'image de la banlieue, l'insécurité en banlieue. Les investisseurs ne viendront pas. C'est pour ça que les investisseurs ne veulent pas y aller. Eh ben, je vais vous raconter une petite anecdote d'un investisseur chinois à qui j'essayais de convaincre d'investir dans ces quartiers. Et à la question, est-ce que l'image des banlieues serait un frein, l'insécurité, il m'a répondu, Monsieur Séni, j'investis dans des endroits dans le monde où il n'y a ni eau, ni électricité, ni droit. Il venait de m'expliquer que Mantes-la-Jolie, Sarcelles ou Vran-en-Velin, ça lui convenait très bien. Donc, il y a aussi le sujet de faire attention en termes de souveraineté. Il y a un gros gâteau économique, 150 milliards minimum. Institut Montaigne, France Stratégie, on est plutôt autour de 250 milliards. Ce gâteau ne restera pas éternel. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas des investisseurs étrangers qui viennent mettre la main dessus. Et pourtant, vous avez donné un chiffre du chômage. Nous, on a trouvé cela, le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la ville 2024, plus de 27% contre 12% à l'échelle nationale. Alors ça doit être vraiment le chômage au sens large, malgré quand même des politiques publiques, de l'argent public depuis des années. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mal fléché, mal utilisé, cet argent public. On se pose beaucoup en ces temps de disette budgétaire la question de l'efficacité de l'euro public. Comme vous venez de le dire, il est dépensé, il n'est pas investi. Ouais. Une dépense, c'est pas la même chose. Quand vous avez 250 000 TPE, PME, comment on fait pour les développer? Quand au sein du label Made in France, vous n'aviez pas de Made in banlieue, pourtant la France, c'est la richesse de ses territoires. Quand le président de la République organise un Choose France, bravo, on est devenu champion d'Europe de l'investissement étranger, moins de 1% de ces investissements vont dans ces quartiers. On a proposé la création d'un Choose banlieue. Il n'y a rien en matière d'investissement, des investissements d'infrastructures, oui, de la construction urbaine, des transports, etc. Il fallait rattraper le retard. Mais d'un point de vue économique, ça ne se voit pas et ça se verrait dans les chiffres. Encore une fois, vous avez cité 27% de taux de chômage, 42% de pauvreté. On ne peut pas dire qu'on a bien dépensé, on ne peut pas dire surtout qu'on a bien investi. Oui. Alors justement, sur les infrastructures, est-ce qu'elles sont
suffisante pour attirer les investisseurs ou les entrepreneurs? Les infrastructures, aujourd'hui, on a un sujet, c'est que on a de l'espace foncier. On a 300 millions de réserves foncières stratégiques. Donc les quartiers sont généralement dans ou à proximité de grandes agglomérations, sur des axes de communication, parfois près d'aéroports, parfois près de ports. Donc c'est du foncier éminemment stratégique, mais disponible, 300 millions de mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul de combien ça peut représenter en valeur et en euros. Mais très peu exploité. Donc de la place, il y en a, des infrastructures. On a créé une loi SRU, obligeant certaines villes à avoir du logement social. On n'a jamais obligé ces mêmes villes à avoir une quote-part pour de l'investissement et pour des infrastructures économiques. Jamais. Donc ça nous conduit parfois à avoir des villes où vous avez 80, 90, 100% de logements sociaux en ayant aucun espace, un centre d'affaires, un espace de coworking, une zone industrielle. On est encore à bétonner, au sens premier et au sens figuré, les cités dortoirs. Moi, ce que je propose, c'est de passer de la cité dortoir à la cité productive. Effectivement. Et donc, avec cette question quand même du poids politique des idées que vous portez, de ce livre, Men in banlieue, je vais vous citer, nos banlieues ne sont pas un coût, vous l'avez déjà dit ici, mais un actif stratégique démographiquement jeune, j'y arrive, économiquement sous-utilisé, socialement décisif. Est-ce que vous pourriez faire campagne avec ce slogan-là ? C'est-à-dire vous présenter à une élection. Est-ce que ça vous traverse l'esprit de temps en temps ? Non. Nous, moi, ce que je fais avec Quartier d'Affaires, ce que nous faisons avec Quartier d'Affaires, avec le Forum économique, c'est de l'influence et on assume notre rôle. On a joué notre rôle jusqu'à maintenant, on le jouera dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est de faire en sorte que tous les partis de LFI, ORN se saisissent de ce sujet et que ce ne soit plus deux lignes écrites sur le développement économique à la rubrique ESS en annexe du programme, mais que cette vision du développement économique soit vraiment... Mais vous en rencontrez déjà, pardon de vous interrompre, vous en rencontrez déjà depuis des années des politiques, que ce soit localement, des maires ou même, j'imagine, nationalement. Là, il faut que ce soit porté au niveau national et de manière massive. Il ne s'agit pas d'une histoire d'un homme, c'est pas Aziz Seni tout seul, c'est Aziz Seni avec les 250 000 entreprises, avec les acteurs engagés au sein de Quartier d'Affaires, avec tous ceux qui ont compris l'utilité d'un forum économique des banlieues et tous ceux qui ont envie de se dire il y a 150 milliards à exploiter outre-périph' dans l'intérêt des habitants, des entreprises qui sont installées, de l'économie de notre pays, exploitons-les et arrêtons un petit peu de regarder avec d'autres passions. La peur freine beaucoup. Évidemment, c'est vrai que le discours, mais d'ailleurs médiatique aussi, je peux en prendre ma part sur les banlieues, il est un peu toujours le même depuis au moins 4 décennies. Alors là, on va être dans un discours, on continue dans un discours économique et plus positif. 250 000 TPE, PME dans les 1600 et quelques quartiers prioritaires de la ville. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Alors vous qui êtes une espèce de vigie de cette économie avec le Forum économique des banlieues, est-ce que c'est une partie de la France qui est plus dynamique que les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'abord elle est plus dynamique parce que la démographie, la jeunesse, c'est le premier vivier de jeunesse du pays. 40% des habitants de ces quartiers ont moins de 30 ans. Donc oui, il y a un vrai dynamisme lié à la jeunesse. Ensuite, il y a une culture du business qui est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que comme c'est des territoires pauvres, on ne sort pas de la pauvreté qu'autrement en s'enrichissant. Une des voies, pas la seule, mais une des voies, c'est de monter son affaire. Alors on commence en micro-entrepreneur, en auto-entrepreneur, TPE, PME. Cette vision de la mobilité sociale par l'entrepreneuriat et de trouver plus facilement un client qu'un job, qu'un CDD ou CDI aussi, eh bien, tout ça fait que, oui, il y a un foisonnement en matière de développement économique. Après, on a un sujet. C'est pas parce qu'on crée beaucoup d'entreprises qu'elles vont être pérennisées. Voilà. C'est là qu'on intervient. Elles sont là encore 2 ans, 3 ans, 5 ans après. Et c'est pour ça qu'on a créé Quartier d'Affaires. C'est que sur le sujet de la création d'entreprises, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, globalement, quelqu'un qui est en banlieue, qui veut créer son entreprise, même avec zéro, il trouve de l'argent du conseil et les premiers clients. Notre sujet, c'est la pérennisation et la croissance. À l'étape d'après, c'est 250 000 entreprises qui ont plus de 2 ans. Comment on les aide à grandir? Et donc, grandir, c'est recruter localement. Mais alors ça, c'est important. Mais les banques, elles jouent leur rôle? Alors les banques... Ou est-ce que justement, nourries de décennies d'a priori, et parfois de réalité, mais elles sont plus réticentes? Les banques ont fait beaucoup d'efforts.
d'efforts, BPI a fait beaucoup d'efforts, il reste beaucoup à faire. Vous dire aujourd'hui que quand vous avez une entreprise installée à Mantes-la-Jolie, c'est aussi simple que quand vous êtes installé à Neuilly, ce serait mentir. Mais évidemment, il y a un sujet de formation et de sensibilisation auprès des banques. On a un autre sujet aussi, c'est celui du capital social. Le capital, le financement, c'est du bas de bilan et de la dette, mais c'est aussi du capital et de l'investissement en haut de bilan. Les business angels, les fonds d'investissement n'ont pas encore le réflexe d'aller se dire il y a peut-être des pépites dans ces territoires. Donc c'est aussi de sensibiliser à la fois les fonds et puis aussi les entrepreneurs qui sont installés dans ces territoires en disant mais c'est pour vous aussi. N'ayez pas peur de faire la démarche et d'aller voir ces investisseurs, ils peuvent intéresser. Et l'avantage de l'économie, c'est qu'on peut vite passer les préjugés. Pourquoi ? Parce qu'il y a la froideur des chiffres. Un compte d'exploitation, les chiffres sont têtus. Si le business est bon, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, ça marche. Qui dit économie, dit quand même économie parallèle. Oui. Et elle existe. Oui. Elle existe dans les quartiers prioritaires de la ville dont on parle depuis 20 minutes. À quel point ce business parallèle, lié au trafic multiple, il y en a plein, il prend de la place aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le narcotrafic, je ne suis pas un spécialiste, quelques chiffres, entre 5 et 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 95% des clients n'habitent pas les quartiers. Ah oui, ça c'est Donc sûr. c'est pas un problème de quartier, c'est d'abord un problème de société, de société française. Deuxièmement, le flux financier. Le flux financier. Il ne vous aura pas échappé que ces quartiers ne sont pas pavés de marbre et avec de grandes baies vitrées. L'argent ne reste pas dans ces quartiers. Il s'en va. Il s'en va où ? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Mon sujet, quand je regarde ce marché... Mais moi, la question, c'est la concurrence que ça peut représenter. C'est-à-dire que, même sur l'énergie, la volonté de créer une entreprise, quand il y a un business qui rapporte à côté. Alors, si je fais les 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par les 250 000 versus les 5 ou 7 milliards de narcos, on voit déjà le ratio. Dieu merci, l'activité légale, formelle est dominante. Ensuite, le sujet n'est pas tant entre ces deux secteurs économiques, il est plutôt sur la jeunesse. La jeunesse qui se projette. Est-ce que, pour certains jeunes, de se dire, est-ce que je vais gagner plus d'argent en montant ma boîte et en allant sur la voie de la TPE, PME, etc. Ou est-ce que les sirènes néfastes des narcos m'iront mieux ? Oui, bien sûr qu'il y a un gros travail sur la jeunesse, mais là, on est sur un travail social, de prévention, d'éducation, et puis aussi de lutte contre les discriminations. Vous savez, le meilleur argument que peuvent avoir ces narcos, c'est tous ces jeunes qui sont très diplômés dans ces quartiers, qui ne trouvent pas de travail. À quoi ça sert finalement d'aller à l'école ? Parce que finalement, personne ne voudra de vous. Venez avec nous, vous allez gagner de l'argent tout de suite. Les arguments sont... C'est d'une violence. Donc aussi à tous ces chefs d'entreprise et DRH qui nous écoutent, dites-vous que quand vous recrutez quelqu'un de ces territoires, vous créez un exemple de proximité. Oui, l'école, ça marche. Oui, la mobilité sociale par le travail et par l'école, ça marche. Ce label, alors vous l'avez évoqué rapidement, qui vient d'être officialisé à l'occasion du Forum économique des banlieues qui se tenait au CESE, au Palais d'Iéna à Paris, c'était à la fin du mois de novembre, avec AFNOR Certification, donc le label Made in banlieue. Déjà, on va le présenter. De quoi s'agit-il ? C'est un label qui a été créé. Nous avons d'un côté des directions d'achat d'entreprises de plus de 3000 salariés, contraintes, c'est en train de bouger par la CSRD, la directive européenne et les normes ESG, qui ont des obligations à acheter dans ce qu'on appelle les territoires pauvres. Sauf que quand vous êtes un acheteur de L'Oréal, Bouygues ou Accor, votre métier, c'est pas d'aller chercher des fournisseurs et de sourcer des fournisseurs à Roubaix, à Vaux-en-Velin ou je ne sais où. Et de l'autre côté, vous avez des TPE-PME, ces fameuses 250 000 boîtes, qui rêvent de travailler et de se faire référencer. Elles ne savent pas toujours comment faire. Elles ont quelques craintes en se disant on va pas me sourcer, je vais pas être retenu. Donc on a créé ce tiers de confiance, ce label avec le meilleur et le plus grand certificateur de France qui est l'AFNOR, pour pouvoir rapprocher ces deux structures. D'un côté, des directions d'achat qui, en voyant ce label et qui ont contribué à la création de ce label, se disent ces TPE-PME qui sont labellisées, elles répondent aux critères qu'on attend, donc on peut déjà commencer à négocier et avoir avec elles le produit, le service, le prix, etc. Et de l'autre côté, ces TPE-PME qui se disent ce label, c'est une clé pour moi pour accéder à la direction des achats d'AXA, de Vivendi, etc., etc. Et alors les a priori dont on parlait, est-ce que je crois que vous avez commandé un sondage sur ce thème-là, est-ce qu'ils se ressentent ? C'est-à-dire, est-ce que les Français disent un label Made in banlieue, ça m'intéresse ? Alors 60%, 6 Français
sur 10 se disent prêts à acheter les produits ou les services d'entreprises labellisées Made in banlieue. Je trouve ça extraordinaire à l'heure où on se dit la France se replie sur elle-même, c'est morose, etc. C'est un signal de 6 Français sur 10 qui disent ils sont prêts à donner un coup de main à ces entreprises et finalement à ce levier économique et finalement quelque part à ceux qui veulent s'en sortir par le travail, par la démarche entrepreneuriale et par la croissance économique. Alors, il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'un des invités de la semaine suivante. Alors, à votre place, la semaine dernière, il y avait Mirella Gage-Durand, qui est la vice-présidente de l'AFG et qui est directrice générale de Groupama Asset Management. On va parler de rénovation des bâtiments. Regardez. Bonjour Aziz, j'ai compris que vous êtes passionné par redonner un rôle clé dans l'économie aux zones des banlieues françaises. Il y a une autre dimension qui est la transition climatique et donc la rénovation thermique des bâtiments. Et dans ces régions, il y a beaucoup de bâtiments qui ont besoin de cette rénovation thermique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'utiliser cette dynamique pour créer ces deux réponses positives, à la fois créer une zone d'activité économique et croissance économique à travers la rénovation des bâtiments dans ces zones et répondre à l'urgence climatique et puis peut-être à la hausse du pouvoir d'achat parce que dans ces zones, les personnes vivant dans des bâtiments mieux isolés paieront moins cher leur chauffage. Alors ? Et tout à fait. Moi, dans le livre Made in banlieue, il y a une dimension d'économie. C'est l'écologie, mais vue comme un investissement productif et pas comme une dépense, et pas moralisé. Et oui, dans ces territoires, bien sûr qu'il y a un parc HLM vieillissant, des passoires thermiques. Il y a beaucoup de TPE-PME qui bossent sur ces questions-là. Alors, on a à peu près 20% des TPE-PME installés dans ces territoires qui relèvent du BTP construction, travaux publics. Donc, il faudrait les former à ce sujet de la transition écologique, massifier les appels d'offres sur ces territoires pour ne pas aller chercher les fournisseurs à l'autre bout de la région, et puis structurer le financement qui va avec. Autant côté des ménages pour qu'il y ait un reste à zéro pour les travaux, que pour ces TPE-PME, que leurs travaux puissent aussi être bénéficiés de soutien, d'exonération fiscale, etc. Donc oui, moi je suis pour une transition écologique, mais vue sous l'angle économique, c'est-à-dire combien je gagne et pas sur le côté moralisateur. Oui, vous n'avez pas trié vos poubelles, c'est pas bien. Non, pas ça. Il faut trier vos poubelles parce que ça va vous rapporter ceci et ça peut engager ça. Là, en plus, il y a effectivement un argument économique. C'est ce que dit Mirella Gage-Durand. C'est-à-dire qu'en plus, sur le pouvoir d'achat de celles et ceux qui habitent dans ces passoires thermiques, il y aura un effet réel. Sauf que ce sont des foyers, alors et pas seulement dans les QPV, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Vous parlez du reste à charge qui doit être à zéro. Qui porte l'investissement? C'est les bailleurs, c'est les villes, c'est l'État. Les bailleurs doivent le porter, en partie l'État. Mais vous savez, on a une vision à Bercy, c'est une vision de coût comptable. Il faut voir, comme vous venez de le dire, en coût global. L'économie qui va être réalisée, l'investissement qui peut être fait sur ce sujet, c'est autant de pouvoir d'achat en plus pour le ménage, 42% de taux de pauvreté, 42 milliards de consommation. Donc un peu plus d'économie pour le ménage, c'est un peu plus de consommation, un peu plus de TVA. Donc c'est en vision globale. Ça ne sert à rien de dire on va mettre 10 000 euros de plus et la voir uniquement comme une dépense. Il faut prendre un petit peu de recul et voir en coût global et en retour sur investissement global. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu à la lecture de certains de nos hauts comptables. Oui, et de nos politiques. On va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a... alors évidemment, vous allez me dire non, je ne veux pas choisir, mais est-ce qu'il y a un ou une personnalité politique, homme ou femme, qui est un peu plus en éveil sur ces questions-là, qui a commencé à l'intégrer à soit son programme pour la présidentielle, soit qui a agi dans sa ville, par exemple? On est, en tout cas, au niveau de quartier d'affaires du Forum économique, on est à disposition de tous les partis, de LFI, de Monsieur Mélenchon jusqu'à Madame Marine Le Pen. Vous voulez pas en choisir un? Non, c'est pas. Je choisirai celui qui en promettra, s'engagera au plus. Oui. Et pour l'instant,
Quand vous en parlez, vous avez l'impression d'avoir un mur en face de vous ou alors ça éveille quand même? On sort de 40 ans où on a regardé les banlieues à travers le prisme sécurité, social, urbanisme. Leur donner de nouvelles lunettes pour regarder ça à travers le prisme économique et potentiel, c'est beaucoup de pédagogie, parce que c'est une nouvelle façon de regarder. La première chose, quand je dis qu'il y a 150 milliards de potentiel, je vous assure, c'est pas « oui, c'est vrai », c'est « comment vous dites ça ? Pourquoi ? D'où ça vient ?» C'est suspect. Banlieue, le mot banlieue est associé à sécurité, à action sociale, à urbanisme, pas encore à économie et potentialité économique. Et c'est tout notre travail. Merci beaucoup, Aziz Seni, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.